Amis internautes, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Chat vidéo du maire. Euh, Comme il est d'accoutumé, de nombreuses questions sont déjà en attente. Nous allons reprendre aussi les questions de l'édition précédente. Donc ne perdons pas de temps. Tout de suite la première question. Bonsoir Monsieur le maire, nous allons commencer donc avec une question de Caroline qui demande: ma taxe d'habitation, comme celle de tous les berruyers, a déjà augmenté de plus de 80 euros. De l'avis de la majorité des habitants, les difficultés financières de la ville sont imputables à une mauvaise gestion dont ils ont été exclus. Est-ce que la mairie va lancer un appel aux dons général et non réservé au CCAS comme c'est le cas actuellement? Oui, vous avez raison. La taxe d'habitation a augmenté de 83 euros cette année. C'est une décision que nous avons prise en 2014. Il s'agit, pour rappeler simplement techniquement, d'une suppression d'un abattement fiscal qui existait depuis des années sur l'ensemble des communes et pour lesquelles d'autres communes ont pris aussi la décision, il y a quelques temps déjà, de supprimer cet abattement. Donc c'est une augmentation de 83 euros précisément. Alors, imputable une mauvaise gestion de la ville, ce n'est absolument pas l'avis de l'auditeur qui a mené le travail que nous lui avons demandé il y a quelques mois, puisque notamment sur tout ce qu'on appelle en fait le fonctionnement, les coûts de fonctionnement, ils ont été maîtrisés depuis au moins 2008, le mandat précédent. Et ce qui crée une difficulté justement, c'est que le niveau de dépenses de fonctionnement est resté stable, mais à côté de ça, les recettes ont diminué, et notamment par une forte diminution des dotations de l'État accentuée depuis 2015. Alors, sur la question du don, nous n'avons pas lancé d'opération de don. On va dire que ce sont plutôt des actions qui sont menées sur des infrastructures comme le CCAS, chose d'ailleurs l'appel au don qui existe aussi depuis plusieurs dizaines d'années. Je pense et je suis convaincu que nous avons d'autres possibilités d'améliorer la situation financière de la ville. D'une part, en menant des plans d'économie comme nous l'avons mené déjà l'année dernière et nous allons poursuivre cette année, ce qui montre d'ailleurs une légère amélioration sur 2016 dans les projections que nous allons faire. Et puis nous allons poursuivre effectivement tout ce travail d'économie, l'idée étant de ne pas faire trop appel aux verrouillés en augmentant les taxes ce qu'on appelle les trois taxes ménages, taxes d'habitation et de taxes foncières. Alors, nous restons dans le domaine des finances avec une question d'André qui souhaite savoir si vous pouvez nous citer quelques exemples d'économies faites sur le prochain budget municipal. Vous savez, je ne vais pas jouer à la langue de bois parce qu'en fait, ce sont des hypothèses de travail et même de mise en œuvre que nous devons dévoiler en conseil municipal. Nous devons respecter en fait les procédures, qui sont les discussions d'abord au conseil municipal du mois de février, qui a lieu le 23 février, puisque ce sera à cette occasion-là qu'aura lieu le débat d'orientation budgétaire, et puis le mois suivant, le mois de mars, où nous aurons donc le débat, le conseil municipal qui décidera du budget pour 2016. Donc aujourd'hui, par respect de la démocratie des procédures, je ne peux malheureusement pas vous indiquer nos pistes d'économie. Elles sont nombreuses, je rappelle qu'elles sont d'un niveau de 1,5 million, donc c'est conséquent. Sans doute pas suffisant, mais c'est la raison pour laquelle il va falloir poursuivre le travail que nous avons accompli déjà depuis 2015, dès le mois d'avril prochain pour les prochains budgets. Alors, Étienne habite dans le quartier de Pignou. Il souhaiterait savoir si l'installation de la fibre optique va être impactée ou repoussée comme le curage des marais. Ah non, pas du tout. L'installation et le déploiement de la fibre optique sur la ville, vous savez que c'est un marché, un contrat que nous avons passé avec Orange, qui est le fournisseur, on va dire, historique. Et donc, il n'y a aucune imputation d'abord budgétaire à la ville. Donc, c'est un marché sur 5 ans. Nous sommes maintenant à mi-parcours. Donc, la troisième zone est en cours de réflexion quant au positionnement, alors je ne vais pas être trop technique, des armoires de reprise de la fibre optique. Et nous sommes dans le timing. Nous avons fait un point il y a une quinzaine de jours avec le représentant d'Orange pour s'assurer effectivement que le développement se poursuit normalement. Donc pas de retard là-dessus. Et puis quant au curage des marais que vous évoquez, j'ai eu l'occasion
de répondre aux questions des deux associations de maraîchers, puisque j'ai participé aux deux assemblées générales récemment. Nous avons engagé des opérations de curage donc depuis 2014. Donc nous avons fait du curage en 2014, en 2015, et nous aurons une troisième opération en 2016. Donc des opérations une fois par an. Donc nous tenons nos engagements. Alors, une question d'Estelle. Où en est l'armement de la police municipale? C'est un sujet qui est plus complexe à mettre en place que de le décider, hein, finalement, quelque part. Alors, pour être très, très simple, il y a deux niveaux d'armement. Il y a ce qu'on appelle l'armement collectif et puis l'armement individuel. En tout cas, pour ces deux types d'armement, ça nécessite qu'il y ait une formation en fait, des agents qui sont susceptibles et autorisés à utiliser ces armes. Donc aujourd'hui, nous avons identifié quels étaient les agents qui seraient susceptibles d'avoir ces formations. Suite à la formation, il y aura effectivement une habilitation ou non en fonction des agents. Et puis à ce moment-là, nous pourrons équiper la police de ces armements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et je ne sais pas si vous suivez l'actualité, sur l'ensemble du territoire, il y a une grosse affluence justement des demandes d'armement de la police municipale. Il se trouve que les organismes de formation sont un peu saturés, donc il faut du temps, il faut qu'on ait la place pour former nos agents. Donc les choses avancent selon un planning qu'on s'est fixé. Donc très prochainement, dans un premier temps, les policiers municipaux seront équipés d'armements collectifs et dans la foulée d'armements individuels. Alors, autour de JF Chauveau. Bonsoir Monsieur le maire, et déjà félicitations pour la soirée de remise des morceaux du parquet du Prado et de votre discours. Je sais que vous subissez les baisses de dotation de l'État, mais ne trouvez-vous pas que vous nous trahissez une deuxième fois avec cette nouvelle augmentation de 9% dont il est question dans les impôts? Vous savez, c'est pas une trahison, évidemment, c'était un engagement de campagne, très clairement, où j'avais indiqué, comme d'ailleurs les autres concurrents, hein, puisque j'ai retrouvé récemment les éléments de campagne les concernant, d'une non-augmentation des impôts. Sauf que, comme j'ai l'habitude de dire, hein, les règles ont été changées au milieu de la partie. Et notamment la décision de l'État et du gouvernement de diminuer considérablement les dotations de l'État ont fait que c'était quelque chose qui n'était pas prévisible hein, au cours de la campagne 2013-2014. Personne ne s'en doutait, et surtout dans le montant, le volume et la brutalité. Et à partir du moment où les règles changent, effectivement, les engagements qui sont pris à un moment donné ne peuvent pas être tenus. Malheureusement, je le regrette vraiment très fortement. Une fois encore, nous avons fait en sorte de minimiser cette augmentation des taux sur les taxes ménages. Voilà, c'est un fait. Vous savez, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Quand vous gérez un budget, quel qu'il soit, si vous avez des recettes qui diminuent, et fortement en l'occurrence, il faut d'abord faire des économies. Et puis, dans le cas contraire, si ces économies ne se révèlent pas suffisantes à un moment donné, nous devons compléter ça par de nouvelles recettes. Donc il ne s'agit pas d'une trahison, il s'agit peut-être aussi d'un mauvais coup fait par le gouvernement à l'ensemble des collectivités. Hein. Vous voyez, Bourges n'est pas seul en difficulté, c'est un véritable hold-up de l'État, je l'ai déjà dit, et je pense que le mot n'est pas fort, et ça devient complètement insupportable pour beaucoup de collectivités, je ne veux pas dire toutes, en tout cas la très très grande majorité. Regardez ce qui se passe un peu partout en France, que ce soit au niveau des villes, des communes, que ce soit au niveau des EPCI, hein, des agglomérations, communautés de communes, ou des départements, et prochainement aussi les régions. Les temps sont très très compliqués. Donc voilà, les élus, finalement, en quelque sorte, on demande aux élus, l'État demande aux élus de faire porter, je dirais, l'imposition, parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire eux-mêmes. Une question d'André. Lors du prochain conseil municipal, il est prévu le remplacement de M. Cartier à l'écologie. Ce soir, pouvez-vous nous annoncer quel nom sera proposé lors de ce prochain conseil? Alors, le remplacement de Sébastien Cartier, tout au moins l'affectation de sa délégation
au conseil municipal ne fera pas l'objet du conseil municipal du mois de février, ni même celui du mois de mars. Bon, il s'agit simplement de le représenter dans les différentes commissions auxquelles il participait, notamment, je pense, au CIVI, hein, au syndicat du Val-d'Yèvre, qui était une mission importante que Sébastien Cartier portait. Donc ça, ce sont des choses qu'on traite là au cas par cas. Mais sinon, pour sa délégation, elle sera décidée aux propositions du conseil municipal, soit au mois d'avril, soit au mois de mai au plus tard. Alors Guillaume, 78, vous pose la question suivante. Quel est le projet de modernisation des Nuits Lumière et sont-elles pérennisées dans un contexte de réduction budgétaire? Alors c'est un sujet très important, puisque vous savez que ces Nuits Lumière participent à l'attractivité de la ville, même si beaucoup ont copié hein, depuis la mise en place, je crois que c'était en 2000, si je me souviens bien. Et c'est vrai qu'on a maintenant, on va dire, des installations qui sont un peu à bout de souffle et qui nécessiteraient d'être rénovées et aussi repensées peut-être sur son principe. Donc nous avons déjà travaillé depuis 2014 sur une évolution possible. Ça pourrait être un budget important d'investissement à hauteur de 5 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très lourd. Donc là, nous sommes en train de reprendre le dossier d'une façon peut-être progressive. Bon, il n'est pas pensable d'engager 5 millions d'euros d'un seul coup. Hein. Vous connaissez la situation budgétaire de la ville de Bourges. Mais en tout cas, on ne peut pas se permettre de laisser se dégrader en quelque sorte nos belles installations de nuit lumière. Donc c'est quelque chose que nous allons affiner et programmer dans les budgets qui seront établis jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire jusqu'en 2020. Alors une nouvelle question de Jean. Une ville comme un ménage a besoin de projets. Ce serait un beau projet de se désendetter et de renoncer provisoirement à la construction d'une MCB2. L'avenir nous dira s'il faut reprendre ce projet ou investir dans autre chose, mais il est insultant pour le citoyen contribuable d'augmenter les impôts et de poursuivre des investissements de confort. Écoutez, c'est votre avis. Je vais essayer de ne pas être trop technique. La difficulté que nous rencontrons aujourd'hui concerne les coûts de fonctionnement et pas l'investissement, hein, puisque je ne sais pas si vous étiez présent à la présentation que nous avons faite donc, lundi de la semaine dernière. On montre bien qu'en fait notre difficulté, c'est notre capacité d'autofinancer, notre capacité de rembourser la dette. Et cette capacité d'autofinancement, c'est la simple différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Donc voilà, c'est l'écart qu'on doit réinjecter de manière à pouvoir rembourser la dette. Effectivement, nous avons pris le pari de ralentir malgré tout l'investissement, mais de poursuivre malgré tout ces investissements, parce que c'est très important. D'abord, c'est très important parce que ça participe à l'attractivité de la ville, à son embellissement, à sa structuration, on va dire, à proprement parler, avec des investissements structurants importants. Et puis, ça a un effet aussi on va dire indirect mais très important sur l'activité des entreprises locales et donc sur l'emploi et donc sur le développement économique finalement de notre territoire, qu'elle soit ville ou agglomération. Donc nous devons malgré tout poursuivre ces investissements. Concernant la maison de la culture, c'est quelque chose qui me semble important, primordial hein, par rapport à ce qui caractérise la ville de Bourges, en particulier tout ce volet culturel. Donc nous sommes en train de regarder, je discute beaucoup aujourd'hui avec les représentants de l'État pour voir la possibilité de revoir peut-être le financement tel qu'il était prévu à un moment donné, de telle sorte à soulager justement le niveau de la dette, de ne pas l'augmenter et de faire en sorte que notre fonctionnement diminue pour que notre capacité d'autofinancement soit suffisamment importante pour rembourser la dette. Donc il ne faut pas mélanger en fait les deux choses. Je peux comprendre que ce soit compliqué de faire cette distinction, mais en tout cas, on doit continuer à investir. Ça, c'est très important pour la ville et pour l'emploi, je le redis, et faire attention effectivement à pas davantage s'endetter et de libérer de la capacité d'autofinancement pour rembourser la dette. Alors, toujours dans le domaine culturel, Laure vous demande, j'ai entendu dire que cette année, le programme d'un été à Bourges serait annulé. Est-ce vrai? Écoutez, c'est faux. Méfions-nous des rumeurs que l'on fait courir en ville. La seule évolution qu'il va y avoir sur un État Bourges, c'est que sa durée va être raccourcie. C'est-à-dire qu'en fait, on démarrera effectivement le 21 juin, comme c'était tradition avec la fête de la musique, et nous terminerons fin août au lieu de terminer un État Bourges mi-septembre, comme il était de tradition.
Une nouvelle question, à nouveau Guillaume 78. Beaucoup de logements HLM sont inoccupés. Ne serait-il pas intéressant de les vendre afin de faire des économies et d'avoir des rentrées dans les finances de la ville, l'agglo et l'office HLM? Alors les choses ne sont pas aussi simples que ça. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui nous avons un taux de vacances qui est important il est supérieur à 10% au niveau des deux bailleurs qui sont l'ASA Jacques Coeur et Bourges Habitat. Malgré les constructions et les réhabilitations et les reconstructions nous avons réalisées dans le cadre du plan de renouvellement urbain. C'est important d'avoir aussi des logements vacants justement pour accueillir de nouvelles populations. Il faut pouvoir aussi leur offrir du logement. Et puis quant à la vente de logements, c'est pas aussi simple que ça, parce que ça voudrait dire soit on vend en bloc, on va dire on vend des immeubles complets, hein, donc il faut trouver aussi des acheteurs, soit on vend d'une façon individuelle, et là c'est des choses que nous avons déjà fait, notamment sur un certain nombre de maisons, mais attention à la mixité au sein d'un même immeuble, avoir des propriétaires et des locataires, c'est pas forcément quelque chose de simple à gérer, puis d'un point de vue juridique, nous sommes très contraints, ce qui paraît aussi un peu normal, donc les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et puis en tout cas, même si Bourges Habitat avait cette capacité à vendre de ces logements, ce ne seraient pas on va dire, des finances qui reviendraient aux collectivités, hein. Ça, c'est aussi important de le comprendre. On n'est pas avec des bassines qui permettent de récupérer de l'argent d'un côté et de le redonner de l'autre côté sur la collectivité. Emma demande, le conseil régional vient de réduire les indemnités accordées aux élus. Pensez-vous faire la même chose au conseil municipal? Nous avons déjà fait ça. D'abord, nous avons, au début de mandat, en 2014, réduit le nombre d'adjoints, hein, par rapport à ce qu'il était avant. Et nous avons réduit aussi les indemnités de l'ordre de 5%. Donc les choses ont été faites dans ce sens. Ça a un impact, hein. J'ai en mémoire le chiffre qui avait. Enfin, ce chiffre, hein, l'économie potentielle sur la durée du mandat, c'est de l'ordre de 1 million d'euros. Donc nous n'avons pas attendu que le conseil régional prenne cette décision. Nous l'avons fait dès 2014. Toujours dans les finances, hein, Nelly vous pose cette question. Les choix financiers sont-ils réellement dictés par l'envie d'améliorer le cadre de vie des berruyers ou par des convictions plus personnelles? Non, non, vous savez, quand on est élu, élu de la République, et puis quand on est maire en particulier, et en tout cas c'est ma manière de voir les choses, et ça je l'ai toujours dit, et je resterai toujours sur ce schéma-là, c'est d'y voir l'intérêt général avant tout. Ça c'est fondamental. Et tout ce que nous faisons, tout ce que mon prédécesseur a fait notamment, et ceux d'avant aussi, et ce que je fais, et ce que les autres feront pour la très très grande majorité des maires en fait, de France, en tout cas c'est pour l'intérêt général. Notamment, d'un point de vue plus local, je rencontre beaucoup de maires du département là, depuis quelques mois. La plupart du temps, vous savez, ce sont des gens qui ne sont pas forcément, comme je dis, des politiques, qui ne se sont pas engagés pour des raisons personnelles, d'une représentation quelconque. Ce sont souvent des gens issus de la société civile, comme on a l'habitude de dire, et puis qui ont envie de donner de leur temps libre, de leur personne, pour servir l'intérêt général, pour servir leurs administrés. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont aussi donné dans des associations, ça a été aussi mon cas. Donc ça caractérise aussi beaucoup le profil des élus. Si on le fait pour des raisons personnelles, vous savez, c'est voué à l'échec. Et puis en tout cas, voilà, c'est pas du tout dans mon état d'esprit. Et c'est d'autant pas dans l'état d'esprit, c'est que si c'était ça, on aurait moins de difficultés. Voilà, je prends mon cas, la difficulté financière dans laquelle se trouve la ville, et les décisions que nous sommes amenés à prendre, qui ne sont pas populaires. Si c'était simplement pour la personne, j'aurais tendance à dire on ne s'embêterait pas et essayer de trouver des solutions aussi importantes pour faire des économies et trouver d'autres recettes. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas... vous savez, les gens, on a un peu marre de la politique, on marre des hommes politiques, mais je crois qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et je crois que la très grande majorité des élus sont des gens qui sont conscients, qui le font vraiment avec conviction, avec difficulté. Il faut bien mesurer aussi le rôle d'un élu. Alors évidemment, on a cette image
dégradée que peuvent donner certains politiques nationaux. On a cette image aussi partielle des élus qui sont présents parce qu'il y a des représentations, il y a des manifestations, mais il y a tout le travail, comme je dis, la face immergée de l'iceberg, qui est un vrai travail de professionnel, c'est un vrai métier. Et en tout cas, on le fait, et personnellement, je fais vraiment avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de passion, avec un vrai travail d'équipe, avec l'ensemble des élus et des directions des services pour faire en sorte que notre ville vive, s'embellisse, que les administrés s'y retrouvent. Et c'est d'autant plus compliqué dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Une question de Lolo. Où en sont les tractations pour obtenir une meilleure desserte SNCF de Bourges? Alors c'est des sujets aussi qui sont complexes. Évidemment, notre collectivité peut intervenir. En tout cas, je dirais, il y a beaucoup d'acteurs autour de ces sujets-là. Moi, je vois régulièrement le directeur régional de la SNCF pour plaider la cause de Bourges, notamment en termes de desserte qu'on appelle soit des intercités, soit tout ce qui est TER. Sachant que le TER, la responsabilité était confiée aux régions. Il est important effectivement que ces services soient rendus. C'est un point majeur quant à l'attractivité de la ville. J'en parlais encore récemment avec la directrice du centre hospitalier Jacques Coeur, qui a des difficultés aussi à recruter des médecins. Et c'est vrai que les moyens de liaison, de communication sont des éléments très, très importants. Maintenant, il faut comprendre aussi la SNCF, c'est que mettre des services à disposition des usagers, c'est très bien, mais il y a toujours une notion d'équilibre financier. Il y a ce que tout à chacun attend, mais derrière, forcément, tout ça, ça a un coût, et il n'y a pas de secret. Le coût est porté soit par des collectivités, essentiellement la région pour le TER, comme je vous le disais tout à l'heure, soit par l'État pour les intercités. Et puis le financement vient du contribuable. Donc vous savez, à tous les niveaux, les difficultés sont les mêmes, et il faut arriver à trouver le bon équilibre. Mais enfin, en tout cas, ce sont des sujets qui nous préoccupent. Nous agissons souvent aussi avec des élus locaux pour défendre ces dossiers-là, parce que seul le maire de Bourges ne peut pas faire grand-chose. Par contre, dès lors que nous sommes plusieurs et que nous travaillons ensemble avec des territoires qui sont complémentaires et pas concurrents, on a une meilleure portée. Et sur des sujets comme ça, il faut qu'on soit tous solidaires, quelles que soient d'ailleurs on va dire les obédiences politiques des uns et des autres. Prévoto vous pose la question suivante. Pourquoi avoir fermé la route des 4 vents, si utile aux habitants d'Asnières, pour aller route de la Charité? Sera-t-elle ouverte un jour à nouveau? Bon, ma réponse va être brève, c'est hors compétence de la ville de Bourges et même de l'agglomération. C'est une décision du Conseil général, donc précédent, eu égard à l'ouverture du dernier tronçon, on va dire, de la Rocade, le dernier tronçon qui a été inauguré l'année dernière, de fermer cette route, partant du principe que les gens utiliseraient dorénavant la Rocade plutôt que la route des 4 vents. Bon voilà, après je ne porte pas de jugement sur le résultat, en tout cas c'est hors compétence locale. Jennifer souhaite savoir quand souhaitez-vous recevoir une étape du Tour de France à Bourges? Ah, c'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Vous savez que là aussi, c'est une décision qui ne m'appartient pas. J'ai rencontré le directeur du Tour de France avec Nathalie Bonnefoy, qui est en charge de sport à la ville de Bourges, il y a quelques mois, c'était à l'automne dernier. Bon, bien évidemment, pour 2016, les choses sont bouclées, si je peux m'exprimer. La grande boucle est bouclée. Donc nous sommes portés candidats, parce que je pense que Bourges mérite de recevoir une étape du Tour de France, qu'elle a reçue il y a plusieurs dizaines d'années. Nous ne sommes jamais réellement positionnés. Bon, je pense que à travers la discussion que nous avons pu avoir avec M. Prudhomme, l'idée a fait son chemin. Nous avons des structures existantes pour recevoir une grande étape. Nous avons aussi l'expérience, puisque nous recevons des courses cyclistes de renom comme Paris-Bourges depuis des années. Nous avons reçu la Route de France aussi cet été. Donc on démontre que techniquement on sait faire. Maintenant, il y a un calendrier, il y a beaucoup de demandes, peu d'offres, bien évidemment. Il y a des contraintes de la Fédération internationale de cyclisme que je ne connaissais pas. Donc c'est important de les intégrer. Bon voilà,
le plus tôt sera le mieux. En tout cas, nous y travaillons et nous avons bon espoir de réussir en tout cas. Alors, une question d'Adèle. Pourquoi la mairie n'engage-t-elle pas les travaux de restauration des remparts proposés par l'association Bourbonnoux? Cela permettrait certainement d'embellir la ville et la rendre plus attractive pour le tourisme. Alors j'ai suivi l'actualité dans notre journal quotidien. Aujourd'hui, effectivement, il était fait mention de la nécessité, ou le besoin en tout cas, de rénover le chemin des remparts et son environnement. Donc c'est quelque chose que j'ai été sollicité par l'association il y a déjà quelques temps. C'est clair, c'est une nécessité. Malheureusement, ça a un coût. Alors on va dire, effectivement, pris individuellement, ça n'est pas un coût important. Mais si on accumule toutes ces demandes, ben, quelque part, ça pose des difficultés. Et encore, dans ce contexte que nous connaissons aujourd'hui, ben, c'est quelque chose que nous n'avons pas mis en priorité. Donc nous entretenons à minima tout ce qui doit être entretenu sur cette promenade, qui est une promenade sympathique. Donc j'ai vu que les membres de l'association souhaitaient aussi mettre la main à la tâche, hein, pas à la poche, mais à la tâche. Donc c'est aussi une bonne initiative. Donc voilà, c'est simplement des raisons financières qui fait que nous n'avons pas mis ça en priorité. Mais je suis complètement d'accord sur cette nécessité de remettre en valeur toute cette promenade qui est réellement magnifique. Jeff vous demande et vous dit que vous parlez beaucoup d'économie, mais ne trouvez-vous pas inadmissible le coût de la salle du stade Alfred Depège et la nouvelle maison de la culture, alors que vous laissez en contrepartie nos rues dans un état lamentable? Comme je disais au premier ou deuxième internaute, je ne sais plus, les difficultés que nous avons sont surtout sur le fonctionnement, donc il ne faut absolument pas arrêter l'investissement. C'est quelque chose de fondamental, une fois encore, pour les entreprises locales, pour le développement économique, donc pour l'emploi. Et Dieu sait que je sais que c'est un sujet important, l'emploi, on en parle tous les jours dans la rue, et donc les gens sont en souffrance, donc il faut faire très attention de pérenniser nos entreprises locales, elles en ont besoin. Sur l'espace Pascal Montmarteau, c'est une décision qui avait été prise au cours du mandat précédent, hein, pour lesquels l'ensemble des élus, je dirais de la majorité, étaient favorables. Donc c'est une décision qui a été maintenue, hein, puisque des dépenses avaient déjà été engagées. Ça correspond aussi à un vrai besoin. Il y a plusieurs dizaines de milliers de sportifs qui utilisent le stade Alfred Depège et qui ont besoin, comme c'est le cas pour d'autres sports, d'un lieu d'échange, ne serait-ce que voilà, pour les enfants, les recevoir avec un chocolat chaud, avant le sport, après le sport, et puis ça sera, et c'est, je veux dire, une salle municipale, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne s'adressera pas non plus qu'aux sportifs, hein, elle s'adressera aussi aux associations différentes qui souhaiteraient la réserver pour d'autres manifestations. Elle pourrait être utilisée comme salle municipale aussi peut-être pour les services de la ville, pour faire des réunions de concertation, des réunions de quartier. Donc c'est bien dans cet esprit que cette salle était décidée d'être lancée, et une fois encore au cours du mandat précédent. Alors, pour rester dans le domaine économique, Guillaume 78 demande: ne serait-il pas intéressant de rechercher des fondations ou des mécènes qui pourraient bénéficier de déductions d'impôts afin de financer des investissements pour les rénovations patrimoniales et culturelles comme la Maison de la Culture, voire même certaines manifestations comme un été à Bourges? Oui, très bonne idée que nous avons mis en œuvre, hein, d'ailleurs à la fin de l'année dernière. Donc nous avons créé effectivement alors, je ne vais pas être non plus trop technique, un outil qui permet au verrouillé ou à l'autre, hein, d'ailleurs, de pouvoir abonder pour notamment avec le sujet Maison de la Culture. Hein. À l'origine, c'était ça la demande. Hein. Vous savez que dans le financement, nous avons prévu une participation de mécènes à hauteur de 2 millions d'euros. Nous avons déjà eu des engagements sur le sujet, donc il fallait créer on va dire un réceptacle. Hein. Tout ça doit être bordé juridiquement. Donc nous avons créé ceci au sein de la ville de Bourges. Et donc c'est une très bonne idée, effectivement, de faire appel aux partenariats privés sous forme de mécénat ou autre pour rénover notamment notre patrimoine qui est important et qui coûte cher en rénovation, et que nous avons
plus beaucoup la possibilité de financer, et puis peut-être pour d'autres manifestations. Mais vous savez, sur d'autres manifestations, on le sait peut-être pas assez, mais et ça c'est une action que nous avons menée depuis le début du mandat, que ce soit sur des expositions ou un certain nombre de représentations. Nous faisons beaucoup appel d'ailleurs aux partenariats privés, parce qu'il y a aussi un intérêt, notamment pour les mécènes, de pouvoir récupérer, comme vous le savez, une partie en termes d'impôts, de réduction d'impôts. Une question sportive maintenant de François. Ne pensez-vous pas que le départ de Céline Dumer est inquiétant pour le Bourges Basket? Vous savez, il faut s'adresser aux spécialistes. Je n'en suis pas un. Effectivement, le départ de Céline, c'est quelque chose qui marque les esprits, hein. Céline était à Bourges depuis 11 ans. On s'habitue à son adresse, à son envie, à son rôle de leader. Vous savez, la vie est comme ça, et notamment la vie sportive. Les sportifs sont là aujourd'hui, demain ils sont ailleurs, c'est naturel qu'on puisse évoluer. Et puis je me souviens, alors je ne sais pas si vous étiez à Bourges à l'époque ou si vous suiviez le basket en particulier, le départ de Yannick Chouvret a été aussi le même problème. Quand Yannick a décidé d'arrêter, on s'est dit, mais ça y est, c'est fini le basket à Bourges. Ben, la preuve que non, derrière il y a de la relève. Moi, pour aller sur quelques matchs de basket, bon, je regrette de ne pas être disponible en ce moment pour suivre ce match très important pour les tangos. On voit qu'il y a des nouvelles recrues qui ont du potentiel et puis qui ont peut-être besoin aussi de s'affirmer. Et puis c'est peut-être aussi une opportunité pour certaines joueuses que Céline s'en aille aussi, hein, parce que finalement tout reposait, je ne veux pas dire tout reposait sur elle, mais c'était quand même un élément important et ça va peut-être permettre d'autres joueuses de se révéler davantage que si Céline était restée. Voilà, c'est la vie, il ne faut pas s'inquiéter, il y a des choses plus graves dans la vie que le départ de Céline. Mais je sais que beaucoup de berruyers vont la regretter, et puis moi le premier bien sûr. Une question de Magerie. Où en êtes-vous pour la reconstruction du hameau de la Fraternité? Question d'actualité, puisque pas plus tard que cet après-midi, nous avions une réunion avec les directeurs où la question s'est posée. Alors là, c'est une décision du maire, hein, qui sera présentée en conseil municipal peut-être en mars ou avril, je ne sais pas exactement, enfin c'est pas ça qui est très important. Aujourd'hui, tenant compte effectivement de la dangerosité du site, hein, puisqu'il est déjà squatté, donc il ne faudrait pas qu'on ait un risque d'accident supplémentaire sur ce site. Considérant aussi le coût d'une reconstruction, hein, qui serait de l'ordre de 650 000 euros, je vous donne les grosses masses, hein, je crois que c'est un tout petit peu moins, mais c'est l'ordre de grandeur. Considérant que si on voulait aussi reconstruire quelque chose, les autres bâtiments qui sont autour, qui n'ont pas forcément une belle allure, trancheraient encore davantage. Et puis l'apport, le remboursement que ferait l'assurance, parce qu'il y a ça aussi qui doit rentrer en jeu. On n'a pas le même remboursement selon qu'on fait que déconstruire ou selon qu'on réhabilite. La décision s'oriente plutôt sur une déconstruction rapide. Dans un premier temps, puisqu'en fait les associations étant relogées, je dirais aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. On va avoir des disponibilités aussi dans le quartier. Dans un premier temps, on déconstruit, on ne reconstruit pas. Ça ne veut pas dire que dans les années à venir, on ne sera pas amené à reconstruire, mais enfin pas dans l'immédiat. Une question de Dédé maintenant. Nous avons un beau canal, mais pas assez exploité. Ne pourrions-nous pas le mettre plus en avant? Point de restauration, bar, etc. Écoutez, c'est un projet qui est porté par le syndicat du canal de Berry, supporté aussi par le département, sur l'aménagement du canal de Berry pour faire, on va dire, le parallèle et la jonction avec l'aménagement cyclable de la Loire. Donc ce projet est un projet important là, qui est en train d'être affiné. Donc c'est quelque chose où la ville participera sur un certain tronçon. Tout ça, il va falloir du temps, évidemment. Hein. C'est de la longue distance. En tout cas, sachez que le projet est lancé et porté par le syndicat. Et je pense que c'était vraiment une très très bonne chose. Parce que
vous avez raison, le canal de Berry, c'est une particularité. On a la chance qu'il traverse notre territoire, qu'il traverse Bourges, et puis aussi des communes de l'agglomération et bien au-delà du département. Et je pense qu'effectivement, faire ce parallèle et cette continuité par rapport à la Loire à vélo, qui est une opération qui fonctionne très bien, c'est une vraie opportunité. Et en tout cas, moi, je soutiens à 100% ce projet. Une question de Jacques. Maintenant que vous nous avez expliqué que nous n'avions plus les moyens de vivre comme avant, que comptez-vous faire de notre ville? Ah, il faut relativiser. Nous sommes pas quand même dans. En tout cas, c'est pas ce que je souhaite. Nous ne sommes pas en faillite, hein, et ça, c'est l'objectif. Hein. Vous savez que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre ville ne soit pas en faillite. Ça pourrait être le cas si nous ne faisions rien. Hein. Donc ça, c'est très clair. Bon, nous avons encore quelques subsides et il faut continuer, une fois encore, à animer la ville. Il faut continuer à investir, il faut continuer à l'embellir, il faut continuer à apporter le service aux berruyers. Le service public est toujours d'actualité. Donc nous allons investir. Nous allons sans doute investir d'une façon plus modeste que nous l'avons fait les dernières années, mais nous allons continuer. D'ailleurs, nous allons avoir très prochainement un numéro spécial Nouvelles de Bourges qui vous expliquera tout ça. Il faut que notre ville reste telle qu'elle est aujourd'hui, une ville à taille humaine, une ville où il fait bon vivre, une ville colorée verte, hein, avec les aménagements cyclables qu'on a pu faire, qu'il faut encore développer. On a aussi un projet, mais là qui est très concret, c'est plus qu'un projet qui va être mis en œuvre dans quelques semaines. C'est un aménagement autour du plan d'eau du Val d'Oron, hein, de manière à créer je veux dire une animation pour l'été notamment, où les gens pourront, d'aucuns jouer à la pétanque, d'aucuns faire du beach volley. Nous aurons des zones où on pourra faire des barbecues. Il y aura une plage qui va être aussi créée. Donc ça, c'est une première phase avant de penser encore à la baignade, mais c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Donc vous voyez, nous allons continuer à investir, à équiper notre ville avec l'objectif de s'adresser aux berruyers et répondre à leurs attentes autant que faire se peut, donc avec des moyens limités, mais il faut absolument continuer à ce que notre belle ville reste belle et qu'on ait envie d'y rester. Et puis, sur un aspect beaucoup plus large, c'est aussi travailler sur l'attractivité de la ville de Bourges, de l'agglomération et du département. Hein, c'est tout le travail que je mène aujourd'hui avec les élus sur l'agrandissement de l'agglomération, le réseau de villes et d'agglomération que nous faisons avec Saint-Amand, Châteauroux et Montluçon pour avoir un poids important au niveau de la région Centre-Val-de-Loire notamment, sauf si j'exclus Montluçon, pour que notre sud de région soit attractif. Donc c'est très important et chacun doit participer. Nous entendons très bien donc, avec les maires de Saint-Amand, Châteauroux et Montluçon. Nous avons des projets en commun sur lesquels les services sont en train de travailler pour que nos territoires maintenant deviennent des territoires complémentaires et pas concurrentiels. Et c'est comme ça qu'on créera de l'activité. Donc on doit travailler autrement. On doit travailler sur des installations mutualisées entre différents départements, différentes communes, parce que les collectivités ne peuvent plus vivre comme elles vivaient jusqu'à présent. Il faut être intelligent, il faut faire preuve d'ingéniosité, de bon sens, partager. Et c'est comme ça que les collectivités continueront à vivre et apporter à leurs administrés ce qu'ils attendent. Marco vous demande combien ont coûté les nouveaux panneaux numériques en ville et comment figurer dessus. Alors, les panneaux n'ont rien coûté, hein, puisque c'est une opération, nous avons lancé une consultation, donc l'entreprise, la société Deco a remporté le marché, et puis tout ça est intégré dans le marché global que nous avons déjà avec Deco depuis quelques années. Donc la négociation a été bien faite, puisqu'en fait, il n'y a pas de surcoût par rapport à ce que nous payons sur le marché actuel. Alors, pour apparaître, vous savez, il y a deux volets. Hein. Il y a un volet, je dirais, qui est purement publicitaire. Hein. Donc, ça, c'est la société Deco qui la gère. Et c'est, on va dire, là-dessus qu'elle paye ses panneaux, hein, en quelque sorte. Donc, la ville, là-dessus, n'a pas son mot à dire. Et puis, un volet qui nous est propre, hein, où nous pouvons donner de la formation. Et en fait, la formation que nous donnons, parce que c'était une vraie priorité, ça correspondait à une demande, c'est d'informer les berruyers en temps réel quelles sont les animations et les activités qui ont lieu au moment où ils sont face à ces panneaux. Hein, donc c'était une vraie demande de campagne, puisque en fait on a beaucoup entendu dire qu'il ne se passait rien à Bourges, alors que
c'est faux, mais par contre, nous avons compris qu'il y avait un problème de communication. Et c'est la raison pour laquelle, pour faire apparaître vos animations, je vous engage à prendre contact avec la direction de la communication de la ville de Bourges ou passer par le site sortirabourges.com. Vous allez sur le site de la ville et puis vous allez pouvoir vous renseigner. Il y a tout un processus à suivre. Vous transmettez vos informations et nous allons les transférer directement sur ces panneaux. Et puis sur le site sortirabourges.com, puisque vous avez l'image de, grosso modo, ce que vous avez sur les panneaux, sur le site, en fait, sur cette page, en quelque sorte, que vous pouvez lire soit sur votre smartphone, soit sur votre tablette, soit sur votre ordinateur. Et donc, vous avez en temps réel, si vous êtes en ville ce soir, dans une demi-heure, vous saurez ce qui se passe dans notre ville à l'instant où vous consulterez. Donc, Sortir à Bourges, je vous invite, si vous êtes organisateur, association, si vous êtes privé, de nous faire connaître vos informations et nous les restituerons bien évidemment. Donc je rappelle, sortirabourges.com. Et une question maintenant de Terranduic. Quid du devenir de la maison des Forestines, qui est un des joyaux de la ville? Victime d'un sinistre dont elle n'est pas responsable, elle risque de disparaître. La ville ne pourrait-elle pas donner un petit coup de pouce? Si c'est un coup de pouce financier, je ne veux pas vous dire que vous n'avez pas compris, mais ça paraît un peu compliqué dans ce contexte-là. Le sujet n'est pas là en fait. Aujourd'hui, donc, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, c'était indiqué dans le journal local, il y a des experts qui ont déjà travaillé sur le site et qui continuent à le faire, de manière à pouvoir, on va dire, renforcer la structure, notamment à l'intérieur, puisque évidemment, depuis le temps, hein, puisque je rappelle l'incendie c'était le 4 avril l'année dernière, les choses se détruisent, hein, de par notamment l'eau qui a été mise par les pompiers à l'époque, et donc il faut aller faire vite, il faut aller vite, pardon, excusez-moi, et l'expert doit effectivement indiquer quels sont les endroits où il faut intervenir rapidement, de manière à ce que l'intérieur ne se détruise pas. Et puis il y a aussi on va dire la bataille d'experts, vous savez, dans ce cas-là, face à un sinistre, pour trouver, dégager quelles sont les responsabilités. Et ça va demander vraiment beaucoup de temps. La maison des Forestines appartient à l'hôpital de Bourges, hein, donc nous ne sommes pas propriétaires. Et donc tout ce dossier est géré par l'hôpital de Bourges. Élodie vous demande, on dit qu'une troisième mosquée va s'ouvrir dans le nord de Bourges, et qu'en est-il de celle prévue de l'aéroport? Écoutez, d'après les informations en ma possession, donc j'en ai reparlé avec le maire adjoint en charge de l'urbanisme, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, le projet avance, hein, donc il y avait un panneau de construction qui était installé. Bon, visiblement, il n'y a plus le panneau, donc on peut s'interroger de savoir si les travaux avancent toujours ou pas, donc c'est une question qu'on va traiter rapidement. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas aujourd'hui d'informations comme quoi ce projet ne se développera pas sur ce secteur-là, à moins que les propriétaires décident à un moment donné d'arrêter ces travaux. Une nouvelle question de Guillaume 78. Le Palais d'Oron devient vieillissant et se détériore de plus en plus vu le manque de grosses têtes d'affiches daignant venir dans notre ville. Est-il nécessaire de le rénover ou ne serait-il pas plus utile de recentrer les concerts sur le nouveau Prado, voire la halle des expositions? Alors, je vais vous dire non, mais là aussi je ne suis pas un grand spécialiste de l'acoustique, mais notamment sur le Prado, j'avais posé la question à un spécialiste, Daniel Colling, hein, connu via le Printemps de Bourges, qui a assisté à un match de basket au début de la saison. Et voilà, j'ai susurré un peu dans sa tête en disant mais ça ne ferait pas un bel espace pour faire des concerts. Et il m'a dit absolument pas, l'acoustique est absolument pas appropriée, donc ça serait catastrophique. D'ailleurs, c'est une question que s'était posée mon prédécesseur à l'époque, quand il était question des deux projets, est-ce qu'on rénovait ou est-ce qu'on construisait, dans le cadre d'une construction, et de savoir si on pouvait faire finalement quelque part un zénith qui pourrait être utilisé pour faire du sport. Donc le projet n'avait pas été retenu parce que le coût était vraiment trop important, et puis ça ne se justifiait pas forcément, parce que vous savez, aujourd'hui, les grands espaces comme cela peinent aussi à fonctionner.
on peinerait aussi à fonctionner, notamment sur Bourges, parce qu'il y a des installations comme le tarmac à Châteauroux, vous avez la même chose à Clermont-Ferrand, vous avez aussi à Tours-Orléans, et c'est vrai que rajouter une salle de spectacle complémentaire sur Bourges, je pense que ça serait trop risqué, ça aurait un coût d'investissement et de fonctionnement énorme, avec le risque effectivement de ne pas avoir suffisamment de public. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui aussi, il y a un certain nombre de spectacles, quand j'ai aujourd'hui, il y a quelques années, vous savez, quand Bourges en scène existait et qui générait en fait des spectacles, la plupart du temps les spectacles étaient annulés parce qu'en fait il n'y avait pas suffisamment de spectateurs par rapport aux frais engagés. Donc je pense que nous ne sommes pas forcément aujourd'hui dimensionnés pour avoir des installations aussi importantes. La rénovation du palais de Ron, aujourd'hui, nous le maintenons, hein, puisque ça fait partie de la délégation de service public et nous devons effectivement participer financièrement à sa maintenance, mais nous n'allons pas au-delà. Je pense que, vous savez, je vais revenir un tout petit peu sur la Maison de la Culture. Aujourd'hui, le programme Maison de la Culture utilise beaucoup l'auditorium. Je dirais trop, parce qu'en fait, entre le mois d'octobre et puis le mois de juin, l'auditorium est pris par la Maison de la Culture, et donc ça ne laisse pas de disponibilité, donc justement pour d'autres spectacles. Donc le fait d'avoir une Maison de la Culture permettrait de centraliser sur le nouveau bâtiment le programme Maison de la Culture et libérer ainsi l'auditorium, ce qui permettrait d'avoir effectivement un certain nombre de spectacles de qualité dans un outil qui est aussi, lui, pour le coup, d'un point de vue acoustique, de qualité. Et puis se pose la question aussi, et là on se la pose au niveau de l'agglomération, d'un centre de congrès. Nous n'avons pas de centre de congrès à Bourges. Le palais des congrès n'est pas un centre de congrès dans sa constitution, puisque nous avons une grande salle, mais pas de salle annexe où peuvent se réunir des commissions. Et nous sommes en réflexion aujourd'hui de dire est-ce que cet outil ne serait pas nécessaire justement pour participer à l'attractivité de notre territoire et faire venir des congrès, on va dire aussi à taille humaine, pour faire connaître notre ville et développer notre ville, l'agglomération et aussi le département. Mais voilà, je crois qu'il faut être raisonnable. Une grande salle de spectacle, d'une part, nous n'avons pas les moyens financiers de faire, et puis d'autre part, ça serait trop à risque en termes financiers de fonctionnement. Voilà, les charges, on va dire, centralité seraient, à mon sens, trop importantes, et à un moment donné, il faut être raisonnable. Alors Jean-Claude souhaite savoir si vous avez bon espoir que l'agglomération prenne la compétence des grands équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, malgré la réticence des communes pavillonnaires de la périphérie. D'abord, en fait, ça ne se traduit pas comme ça, si on est précis. Il ne s'agit pas que l'agglomération reprenne des grands établissements structurants, des investissements de culture, de sport. Il y a une délibération qui a été modifiée et sur laquelle se sont prononcées un certain nombre de communes. Ce sont des salles pouvant recevoir au moins 5000 personnes. Donc on est plus restrictif en l'état. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, des communes ne semblent pas être favorables encore. Bon, tout ça va suivre une procédure, hein. Il faut que chaque commune de l'agglomération est délibérée, hein, ce qui est en train de se faire. Il y a une délibération qui a été prise notamment hier et aujourd'hui de 2 communes de l'agglomération. Alors, enfin, le résultat n'est pas le même. Il faut respecter ce qu'on appelle la majorité qualifiée. Donc, il faut que les 2 tiers des communes soient d'accord. 2 tiers de ces communes représentant 50% de la population de l'agglomération, ou alors que 50% des communes soient d'accord, représentant 2 tiers de la population. Donc c'est très technique, mais en tout cas, voilà, moi je pense, et on a eu beaucoup de discussions avec les vice-présidents de l'agglomération sur le sujet, que c'est une évidence que l'agglomération porte ce palais des sports. Elle aurait dû le porter avant, mais bref, on ne fait pas l'histoire. Maintenant, il faut laisser dérouler la procédure et la démocratie pour qu'on puisse prendre cette décision au cours de cette année. Bon, je pense que cela va se faire, mais voilà, laissons les conseils municipaux se positionner. C'est la démocratie, il faut être respectueux de la démocratie. Alors, autour de Yves, hein, qui donne son sentiment, augmenter les impôts locaux de 10% est irresponsable, hein. N'oubliez pas que les bases des impôts locaux ont déjà été augmentées par le Parlement et que les contribuables berruyers sont aussi des contribuables départementaux, régionaux et nationaux. La coupe est pleine, plus que pleine, elle déborde.
Oui, d'ailleurs, c'est très curieux que les gens réagissent quand sur les collectivités qui augmentent leur taux d'imposition et beaucoup moins quand c'est l'État. Euh, D'abord, une précision, donc c'est pas. D'abord, le vote n'a pas eu lieu. Deuxièmement, c'est pas 10%, c'est 9. Et ces 9% sont appliqués sur la part communale, c'est-à-dire sur le taux des trois taxes ménages. Pour être précis, c'est pas parce qu'en bas de votre feuille d'impôt, vous aviez 1000 euros à payer l'année dernière que vous allez payer 9% de ces 1000 euros en plus. Hein. Donc ça sera évidemment beaucoup moins. Donc il faut être très précis sur la bonne compréhension de ces choses-là. Une fois encore, c'est sûr que le pouvoir d'achat des Français et des Berruyers en particulier a été mis à mal donc depuis quelque temps, et notamment depuis 2012. Mais en tout cas, on le voit bien, toutes les collectivités aujourd'hui sont dans les difficultés. Il y en a qui ont pris ces initiatives déjà l'année dernière. Et vraiment, je pense que les élus, quand ils prennent ces décisions, ils ne font vraiment pas de gaieté de cœur. Je ne vois pas quel plaisir on aurait à augmenter les taux d'imposition. Aujourd'hui, je le redis, c'est pas compliqué. L'État ne voulant pas augmenter, eux, les impôts, transfère la responsabilité aux collectivités. Aujourd'hui, il faut savoir que dans l'effort qui est demandé aux collectivités sur les réductions des coûts de fonctionnement, on va dire, de l'État, et une fois encore, moi je suis complètement d'accord sur le fait que chacun participe. Ce n'est pas la discussion, mais je dirais la répartition n'est pas bonne. Elle est trop forte pour les collectivités, trop forte pour les communes, trop brutale, pas négociée, pas discutée. Donc c'est ça la conséquence. Mais je suis d'accord avec vous. Le pouvoir d'achat aujourd'hui des Français est mis à mal. Et de prendre ces décisions, on a bien le sentiment qu'on va en rajouter. J'en suis complètement conscient. Mais voilà, on a fait le travail et on continuera à le faire, comme je disais tout à l'heure, sur des économies, parce que c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place depuis 2015 ces commissions qui travaillent et qui trouvent d'ailleurs des solutions. Au début du mandat, on me disait que ça ne sera pas possible. La preuve que non, puisqu'on aura économisé déjà au moins sur 2 ans 2,5 millions. Donc c'est quand même conséquent. 2,5 millions, vous savez, c'est 6 points d'impôt. Donc si on n'avait pas fait ces économies, sachez que vous auriez encore 6 points d'impôt de plus. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous rassurer, mais il faut bien voir qu'on fait vraiment le maximum qu'on puisse faire de manière à limiter, voire ne pas augmenter les taux d'imposition. Malheureusement, au bout d'un moment, l'exercice est tellement compliqué qu'il n'y a pas d'autre solution d'augmenter les recettes. Mais croyez-moi que ce n'est vraiment pas un plaisir de le faire. Alors, au tour de Franck de poser la question suivante. Qui est devenu le Caliban qui était devant la Maison de la Culture et pourquoi a-t-il été enlevé? Alors, le Caliban a été enlevé parce qu'il était effectivement devant le site actuel de la Maison de la Culture, à l'époque où les travaux de réhabilitation étaient lancés, étaient en cours. Donc, pour des raisons de sécurité, nous l'avons déplacé, en accord d'ailleurs avec la direction régionale des affaires culturelles, hein, puisque c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, on peut pas, n'appartient pas à la ville, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est des choix qui doivent être raisonnés. Et donc, il se trouve depuis maintenant, je veux dire, 1 an et demi à peu près, je crois, 1 an et demi, dans la cour du musée Estève. Alors, autour de Jérémy, quand pensez-vous que votre projet d'élargissement de Bourges Plus verra le jour? Qu'apportera-t-il à la ville de Bourges? Le projet, j'espère qu'il aboutira le plus vite possible, mais le plus vite, c'est à l'échelle du temps des collectivités. Donc c'est tout relatif. Vous savez, il y a un schéma départemental qui était proposé par Madame la préfète, qui, à mon avis, est sur le point d'être adopté à quelques détails près et qui ne répond pas aujourd'hui très clairement à l'agrandissement de l'agglomération de Bourges. Et j'aurais tendance à dire bien au contraire. Ceci étant, je suis pas quelqu'un qui est résigné, je suis pugnace. J'ai beaucoup travaillé, rencontré beaucoup de maires des communautés de communes depuis le mois de novembre pour expliquer la démarche. La démarche n'est pas qu'on ait une agglomération qui soit importante pour le fait d'être importante et puis pour que le président ait une importance. C'est pas du tout c'est pas du tout l'intérêt. C'est surtout faire en sorte qu'on ait une agglomération d'abord qui existe sur l'échiquier de la région. Aujourd'hui, l'agglomération de Bourges est qu'en 6e position en termes de grosseur, hein, puisque derrière Tours, derrière Orléans, derrière Chartres, derrière Blois, derrière Dreux et devant Montargis et Châteauroux. Alors que la ville de Bourges est la 3e ville de la région. Donc il y a une incohérence. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous existons
pas ou peu, en tout cas pas suffisamment. Et c'est la raison pour laquelle, depuis des années, on entend dire que le Cher est le département oublié de la région Centre Val-de-Loire, que le Berry est complètement oublié, et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on existe. Et pour exister, il faut grossir, déjà en nombre. Et on n'existera que si l'agglomération fait 150 à 170 000 habitants. Et pour ça, il faut s'agrandir. Et puis il y a un autre intérêt, c'est de faire en sorte de partager, et puis de faire bénéficier des structures de l'agglomération de Bourges à d'autres communes qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas dans l'agglomération. Si vous posez la question aux maires des communes de l'agglomération aujourd'hui, aucun ne souhaite quitter l'agglomération de Bourges. C'est qu'il y a un intérêt, ce n'est pas pour les beaux yeux du président, c'est parce qu'ils y voient un intérêt, parce qu'on leur apporte un service, parce qu'on a des attributions de compensation qui sont importantes, on a des aides à l'investissement, on leur apporte un service, notamment, je vais prendre un exemple, le traitement des dossiers de permis de construire, qui était fait à l'époque par l'État jusqu'au 1er juillet l'année dernière, que l'État a abandonné. Aujourd'hui, par la mutualisation, on a mis en commun les services de la ville de Bourges, qu'on a transférés à l'agglomération. Et aujourd'hui, tous les maires des communes de l'agglomération bénéficient d'un service gratuit, non payant pour la commune, pour traiter leur dossier de demande de permis de construire. Donc c'est ça qui est important. On a un service qu'on peut partager avec d'autres, donc ça c'est quelque chose de fondamental. Et puis faire en sorte qu'effectivement qu'on puisse trouver, je dirais, des harmonies, des synergies aussi entre les communautés de communes et l'agglomération, en veillant aussi à faire en sorte qu'on n'oppose pas l'urbain et le rural. C'est ce qu'on met aussi aujourd'hui en avant, mais c'est complètement faux. La preuve, c'est que la très grande majorité des communes de l'agglomération aujourd'hui sont des communes rurales. Si je prends Annois, si je prends Lissé-Lochy, si je prends Vorly, si je prends Arcé, si je prends Saint-Michel-de-Volangy, et j'en oublie, ce sont des communes de 300, 350, 400 habitants. Et on vit bien. La preuve, c'est que ces communes ne veulent pas partir. Donc on ne doit pas opposer tout ça. Et puis derrière, vous savez, vous avez toutes les forces vives de l'économie qui suivent cette démarche. Je les ai rencontrés tous au mois de décembre l'année dernière, que ce soit les chambres consulaires, la CCI, la Chambre des métiers, l'artisanat, que ce soit la Chambre d'agriculture aussi, qui est très intéressée justement pour mettre en place des circuits courts, que ce soit les syndicats des entreprises de sociétés de route qui travaillent dans le BTP, que ce soit la Fédération française du bâtiment, que ce soit la CGPME, que ce soit le MEDEF. Quand j'aurais expliqué la nécessité que l'agglomération s'agrandisse, ils l'ont vite compris. Et d'ailleurs, ils sont soutenus dans la presse, et ils vont continuer à le faire. Donc voilà, je crois que c'est indispensable pour l'attractivité de la ville, c'est indispensable pour l'attractivité de l'agglomération, c'est indispensable pour l'attractivité du département, c'est indispensable pour l'attractivité du Berry, pour que le sud de cette région centre existe enfin, et puis qu'on puisse faire venir des entreprises, qu'on puisse créer du développement économique, qu'on puisse créer des emplois, qu'on puisse pérenniser des emplois, qu'on puisse faire en sorte que nos jeunes qui sortent de nos écoles ou nos enseignements supérieurs restent sur le territoire parce qu'ils ont un emploi. C'est tout ça qui est important. Donc voilà, donc il y a un gros travail à faire, il faut convaincre, il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut expliquer, réexpliquer, et j'ai pris mon bâton de pèlerin une fois encore depuis le mois de novembre, et je vois régulièrement des maires de communes pour leur expliquer la démarche d'une façon très simple et d'une façon en échange pour que les questions soient posées, que je puisse apporter les réponses, que je puisse comprendre aussi leurs craintes et leurs difficultés. Ça c'est aussi très important, et puis qu'il y ait le contact direct, c'est bien mieux que lire, je dirais, des comptes rendus dans la presse. Alors, autour de Michel B, de poser une question un petit peu plus technique. Dans la synthèse du récent audit financier et dans le chapitre contexte local contraignant, quand et comment sera revu le faible montant de la dotation de solidarité communautaire versée par la communauté à la commune, 2 € par habitant contre 34 € par habitant en moyenne dans les 60% des communes d'agglomération? Ah, ça c'est quelque chose, c'est une décision aussi de l'agglomération. Vous savez que le président n'est pas seul à décider. Donc nous sommes dans une agglomération où il y a beaucoup de démocratie, de participation, et puis il faut aussi que les finances de l'agglomération soient capables de faire. Parce que quand j'entends dire aussi de ça et de là que l'agglomération est riche, c'est faux.
C'est complètement faux, l'agglomération est pas riche. Et si on se projette jusqu'à 2020, jusqu'à la fin du mandat, on s'aperçoit aussi que les EPCI, qui sont les agglomérations en communauté de communes, souffrent aussi d'une diminution des dotations de l'État, entre 2015 et 2017 au moins. Donc il ne faut pas imaginer que l'agglomération est riche et qu'elle peut alimenter comme ça les communes. Ceci étant, c'est vrai qu'il y a un vrai décalage entre les 2,34 € et les 34 que vous citez. Malgré tout, on n'est pas sur des montants élevés. La DSC ne représente pas une manne financière importante pour les communes. Donc c'est des sujets qu'on va traiter en agglomération, mais voilà, l'attribution de compensation sont des volumes beaucoup plus importants, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille, sur lequel nous avons travaillé, parce que nous avons augmenté considérablement les montants depuis 2014, et à la demande d'ailleurs des communes de l'agglomération, quand j'avais fait le tour avant d'être candidat à la présidence de l'agglomération. Donc il y a un gros effort financier fait au niveau de l'attribution de compensation. Il y a des soutiens à l'investissement avec des fonds de dotation à l'investissement qui ont aussi beaucoup augmenté, une participation aussi à la contribution financière aux dépenses de l'État pour laquelle l'agglomération participe beaucoup, au-delà de ce qui se fait dans d'autres agglomérations. Donc la DSC, oui, on pourrait augmenter le montant, mais ça ne correspondrait pas des montants, on va dire, importants pour les communes. Monsieur le maire, nous arrivons à la dernière question posée par Rigo Berthaud. Pourquoi le chantier de la Maison de la Culture n'est-il pas commencé? Ne risque-t-on pas de perdre les subventions de fonctionnement de l'État, ce qui serait catastrophique au vu des difficultés financières de la ville? J'ai peur que la ville ne perde sa Maison de la Culture et donc à nouveau des habitants. Donc si je comprends bien, vous êtes attaché à la Maison de la Culture et vous souhaitez que le projet débouche. J'espère que vous êtes nombreux, je sais que vous êtes nombreux parce qu'on entend beaucoup les détracteurs et pas suffisamment ceux qui sont partisans. Et moi je vous engage à soutenir la démarche de la ville de Bourges sur ce sujet-là, la démarche d'autres, de collectifs et d'autres élus d'ailleurs du département, quelle que soit leur obédience politique, qui soutiennent ce projet. Oui, le risque, il est là, bien évidemment. C'est que, d'une part, si on continue à fonctionner, ce qu'on appelle hors les murs, tel que c'est aujourd'hui, que l'État ne participe pas autant au fonctionnement du programme Maison de la Culture. Donc ça, c'est un risque. Bon, pour l'instant, il n'est pas annoncé, mais ça pourrait être un risque. Ça serait d'autant plus grave qu'aujourd'hui, le fonctionnement de la Maison de la Culture hors les murs coûte beaucoup plus cher qu'il ne l'était avant. Il faut bien le savoir. Avoir des équipes qui sont réparties sur des lieux différents, ça coûte beaucoup plus cher. Donc là, il y a un risque. C'est pour ça qu'il faut aller très vite sur ce nouveau projet. Alors, on est pris, je suis vraiment en pleine discussion, je ne veux pas vous en dire plus aujourd'hui parce qu'il ne faut pas remettre en cause les négociations qui sont en cours. Je participe activement à ces négociations pour qu'on puisse peut-être être un peu plus aidé, de manière à engager au plus vite le redémarrage de cette maison de la culture. Sauf qu'on a deux conditions à ça. D'abord, qu'on puisse avoir enfin, quand je dis nous, c'est plutôt Madame la préfète, le retour du tribunal administratif sur l'appel qui a été déposé par un collectif suite au recours qui avait été aussi lui déposé suite à l'arrêté de déboisement. Donc là, pour l'instant, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé. Donc moi, en accord avec Madame la préfète, je ne souhaite pas engager le déboisement tant qu'on n'a pas le retour. Imaginons que le retour soit négatif et qu'on ait coupé les arbres. Je pense qu'on n'aurait pas l'air tous très malins. Donc ça, il faut attendre ce retour, et pour l'instant, nous n'avons pas de perspective. Et puis, deuxième élément, dès lors qu'on aura ce retour et qu'on décide de déboiser, excusez-moi le terme, mais c'est celui qui est utilisé dans l'arrêté, il faudra sécuriser le site de manière à ce que les choses se passent bien. Et là, ces deux décisions, cette deuxième décision, ça dépend de Madame la préfète, donc de l'État. Donc le maire, même s'il insiste, c'est pas lui qui détient le pouvoir. Et puis, effectivement, il faut avoir redémarré donc, ces travaux avant la fin 2017 au plus tard, puisque c'est la date à laquelle s'arrête le pacte culturel que nous avons signé avec la ministre de la Culture l'an dernier. Et ce pacte culturel assure le financement de l'État. Donc c'est très important, parce que si on n'avait pas le financement de l'État, on n'aurait plus de financement de la région et puis d'autres collectivités. Ça voudrait dire qu'en fait, on n'aurait plus du tout de maison de la culture. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous sommes en train de regarder, de voir la possibilité de démarrer plus tôt, mais voilà, c'est l'objet des discussions actives que nous avons avec Madame la préfète, avec la direction régionale des affaires culturelles et
donc avec l'État d'une façon générale pour qu'on trouve une issue rapidement au démarrage de cette nouvelle maison de la culture. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette édition nouvelle chat vidéo. Plein de questions ont été posées. Bon, je constate à travers les questions posées que le souci est bien présent par rapport aux finances de la ville. Donc ça m'interroge pas, je dirais ça me rassure. Pas le thème, mais le fait que vous, Berruyer, vous y intéressez. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai répondu avec plaisir, avec précision, j'espère, à ces questions. D'autres sujets ont été traités, divers et variés. Donc merci en tout cas pour votre participation. Je vais vous souhaiter donc une bonne soirée, mais sans oublier de vous donner le prochain rendez-vous qui aura lieu donc le mercredi 9 mars à la même heure, à 19 h. En attendant, une fois encore, très bonne soirée, au plaisir de vous retrouver.